Lors du mariage de ma fille, son nouveau mari, qui était riche, m'a caché derrière un mur de fleurs comme si j'étais un secret honteux. Sa mère murmurait sur ma robe de dame de l'église. Il ne savait pas que cette simple veuve avait 18 millions de dollars et une tempête de justice qu'il n'oublierait jamais. Je m'appelle Sylvie Moreau. J'ai 72 ans, je suis enseignante d'histoire à la retraite et veuve, résidant dans le calme quartier historique de Collier Heights à Atlanta. Pendant la majeure partie de ma vie, mon monde s'est construit sur deux fondations, ma foi et l'amour inconditionnel que je ressentais pour ma seule fille, Clémence. Je croyais que l'amour était un bouclier. Je me suis trompée. C'était une cible, et le premier coup a été tiré le jour de son mariage. Tu sais, il y a un type de sourire qu'une mère réserve pour le jour du mariage de sa fille. Ce n'est pas seulement un sourire de joie. C'est l'aboutissement d'une vie pleine de genoux écorchés, d'histoires au coucher et de sacrifices silencieux. C'était le sourire que je pratiquais devant le miroir ce matin-là, le jour où Clémence se marierait. J'ai ajusté le col de ma robe gris charbon. Ce n'était pas un modèle de Lenox Square. Ce n'était pas quelque chose qui apparaîtrait dans un magazine. C'était simplement un vêtement de qualité. Sa dignité résidait dans la confection parfaite, une déclaration silencieuse d'une enseignante d'histoire à la retraite qui croyait que la dignité ne se mesure pas à des étiquettes de prix. Autour de mon cou, je portais le doux et frais poids des perles de ma grand-mère. Elles n'étaient pas ostentatoires, mais elles portaient l'histoire des femmes de ma famille, des femmes qui avaient tenu bon dans des temps beaucoup plus difficiles que ceux-ci. Mes cheveux, argentés et noirs, avaient été soigneusement coiffés par mon amie Claire dans son petit salon à Collier Heights. Je ne cherchais pas à paraître spectaculaire. Je voulais juste avoir l'air digne de ce moment, digne de l'amour que je ressentais, et surtout ne pas être une honte pour ma fille. En me regardant dans le miroir, je voyais une femme de 72 ans prête à être le fièrement silencieux arrière-plan de sa fille dans un premier plan éblouissant. C'était toute mon intention, observer ma petite, ma Clémence, marcher dans cette allée et entrer dans son avenir. L'endroit se trouvait à Buckhead, un monde éloigné de mon calme quartier d'Atlanta. C'était un palais avec des sols en marbre et des lustres en cristal qui tombaient en cascade. En arrivant, l'air vibrait avec l'arôme de l'argent et des parfums de luxe. Clémence m'aperçut près de l'entrée, son visage un magnifique tableau d'anxiété nuptiale. Elle s'approcha de moi, m'embrassa rapidement et murmura des mots à toute vitesse. « Tu as l'air bien, maman. » Puis elle s'en alla, emportée par un coordinateur de mariage avec une oreillette et une liste de tâches. Je comprenais, bien sûr. La mariée est la personne la plus occupée du monde. J'ai posé mon petit sac et me suis dirigée vers le jeune homme qui tenait le livre d'invités. J'ai présenté mon invitation avec mon nom imprimé dans une belle calligraphie, Madame Sylvie Moreau. Il regarda la carte puis moi, et pendant un instant fugace, une lueur de confusion ou peut-être de compassion traversa son visage. « Ah oui, dit-il, évitant mon regard. « Table 12, madame, c'est juste là, derrière le grand arrangement floral. » Je suivis son doigt. Grand était un euphémisme pour l'arrangement floral. C'était une forteresse de lys blanc et de nuages de bébés, un mur parfumé qui pourrait facilement cacher une petite voiture, et derrière elle, cachée dans l'ombre, se trouvait la table 12, ma table. C'était un acte délibéré de dissimulation, aussi clair que s'ils avaient accroché un panneau. Mère de la mariée, pas vue. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation s'installa dans mon cœur. C'était le premier froid dans ce qui allait devenir une montagne d'indignité. Puis ils arrivèrent. Les Thornfield, les parents d'Antoine, firent irruption, non pas en invités, mais comme des royaux dans leur cour. Laure, la nouvelle belle-mère de ma fille, glissa sur le sol. Elle ne s'arrêta pas pour me saluer. Pas vraiment. Elle ralentit, ses yeux procédant à une évaluation rapide et brutale de mes chaussures élégantes à mes cheveux soigneusement coiffés. Son regard s'arrêta sur les perles de ma grand-mère. « Comme c'est joli, dit-elle. »
Et je me souviens encore de la façon dont elle prolongea le mot, transformant un compliment en arme. Très nostalgique. Elle n'attendit pas de réponse. Avec un petit sourire méprisant, elle se retourna et envoya des baisers dans les airs à des invités plus importants, me laissant debout dans le sillage de son parfum et de son dédain. Je savais exactement ce que signifiait nostalgique dans son monde. C'était un synonyme d'irrélevant, de pauvre. C'était un verdict imposé sur ma vie, mon histoire, et le souvenir de la femme qui avait d'abord porté ses perles. C'était une gifle invisible administrée avec une parfaite élégance. Je me dirigeais vers mon exil désigné. Je me suis assise à la table 12. De mon point de vue, l'autel était complètement caché. Je ne pouvais voir ni le ministre, ni Antoine, ni le visage de ma fille. Tout ce que je voyais, ce n'était que les dos des têtes des autres personnes et, sur le mur d'en face, un grand miroir orné. Ainsi, j'ai vu ma seule fille se marier à travers ce miroir. Je me suis vue, une femme noire âgée et solitaire, vêtue d'une simple robe grise, devenant invisible lors de la célébration de sa propre fille. C'était un secret qu'ils devaient garder, un vestige du passé qu'ils espéraient éliminer de leur radieux avenir. J'ai conservé sur mon visage le sourire poli et serein d'une enseignante à la retraite. C'était la performance de ma vie, mais derrière ce sourire, tandis que j'observais le spectre d'un mariage dans un miroir doré, une tempête se préparait. Ce n'était pas une tempête de tonnerre et de pluie, mais une clarté froide, silencieuse et entièrement implacable. La tempête que j'avais sentie approcher pendant le mariage n'a pas éclaté avec des tonnerres et des éclairs. Elle est arrivée 3 jours plus tard, transportée par les courants soyeux et traîtres de la voix de mon nouveau gendre. Antoine m'a appelé et son ton était une leçon magistrale d'affection feinte. Je peux encore l'entendre. Un poison doux comme le miel. « Maman Sylvia », a-t-il commencé. La fausse intimité de ce titre m'a fait grincer des dents. « J'espère que tu as passé un merveilleux moment. Je veux vraiment que nous ayons un dîner privé pour mieux nous connaître. » Ce n'était pas une question. Le rythme, la pause soigneusement mesurée, c'était un appel déguisé en invitation. J'ai ressenti un frisson familier, le même froid que j'avais ressenti derrière ce mur de fleurs. C'était le prochain acte de la pièce. Il a choisi un restaurant à Buckhead, un endroit si ostentatoire que l'air lui-même semblait vibrer au son de l'argent. C'était un monde de voix chuchotantes, de couverts s'entrechoquant contre la porcelaine avec une révérence silencieuse, un monde où je me sentais moins comme une invitée et plus comme une exhibition. Je portais une simple robe noire, ma silencieuse armure de dignité, et je tenais la tête haute en entrant. Je savais que ce n'était pas un dîner familial destiné à établir des ponts. C'était une prise de contrôle d'entreprise, et j'étais l'actif évalué pour l'acquisition. Il a commencé la soirée par une performance impeccable de sollicitude. Son front se plissait d'une certaine manière, sa voix se faisait douce dans un ton mesuré, tandis qu'il me posait des questions sur ma vie. Elle s'interrogea sur le fait que je me sente seule dans cette grande maison, seule. Elle se demanda à haute voix, sa tonalité vacillant avec une fausse inquiétude, si gérer tout par moi-même ne serait pas terriblement compliqué pour une femme de mon âge. Elle tissa un discours sur la sécurité financière et le monde trompeur des escrocs qui attaquent les personnes âgées. C'était une artiste brillante, peignant un tableau d'un monde dangereux et prédateur. Et au centre de cela, elle me plaça, une veuve fragile, sans défense et légèrement incompétente, dans un besoin désespéré de sa forte protection masculine. Elle était l'héroïne, et moi, la demoiselle en détresse. Je restai silencieuse pendant son soliloque, prenant de petites gorgées délibérées de mon thé glacé. L'amertume que je goûtais ne venait pas de la tranche de citron flottant parmi les glaçons. C'était le goût âcre du mépris, le goût métallique aigu d'un piège se refermant. Je laissais ces mots flotter dans l'air, l'observant, l'étudiant comme je le faisais avec des documents historiques, cherchant le mensonge entre les lignes. Après que le plat principal ait été retiré par un serveur silencieux, elle fit son mouvement.
Avec un geste subtil, presque théâtral, elle glissa une chemise en manille sur la table en acajou poli. Elle fit un doux bruit sinistre de « hèche » en s'arrêtant juste devant mes mains. « Ce ne sont que quelques documents de base, maman Sylvia, dit-elle, sa voix un doux murmure réconfortant. Juste pour être sûre que tu es bien protégée. Au cas où tu ne pourrais jamais prendre de décision par toi-même, Clémence et moi pourrions intervenir. » Mes mains restaient fermes tandis que j'ouvrais la chemise. Mon cœur était un nœud froid et dur dans ma poitrine, mais mes mains ne tremblaient pas. Les titres des documents sautaient aux yeux, Stark et clinique sous la lueur tamisée et coûteuse, procuration durable. Le pouvoir de vendre ma maison, ma voiture, tout ce que Julien et moi avions construit ensemble, le pouvoir d'être mandataire des décisions de santé, le pouvoir d'être à mes côtés dans un lit d'hôpital et de décider si je devais vivre ou mourir, fiducie vivante. Le pouvoir de devenir les maîtres de mon héritage. Elle ne demandait pas un peu d'aide. Elle sollicitait les clés de toute mon existence, de mon passé, de mon présent et de mon futur. Le tout sous le déguisement de l'amour et de l'inquiétude. Je levai les yeux des papiers, gardant mon expression sereine, ma voix équilibrée. Une vie d'enseignement auprès d'adolescents rebelles m'avait appris à cacher un torrent de colère en plein essor. « Et Clémence ?» demandai-je, pesant et apaisant mes mots. « Est-ce qu'elle le sait ?» Antoine sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire fin, satisfait et sans couleur d'un prédateur qui sait que sa proie est acculée. La confirmation finale et glaçante de sa victoire. C'est un sourire que je porterai avec moi jusqu'à la tombe. « Elle est complètement d'accord, » dit-il, s'appuyant sur sa chaise avec un air de détermination. Clémence dit « Tu as sacrifié toute ta vie, maman. Il est temps que tu te reposes et que tu nous laisses gérer les choses. Tu n'as plus à t'inquiéter pour des choses compliquées comme l'argent. » La phrase flottait dans l'air entre nous, dense et suffocante. Comme si une femme qui avait géré un budget familial pendant 50 ans, qui avait enseigné l'histoire américaine à des générations d'élèves, qui avait navigué à travers les complexités de la vie, de l'amour et de la perte, n'était tout à coup plus capable de comprendre les chiffres sur une feuille. Non seulement elle avait insulté mon intelligence, mais elle avait aussi minimisé l'ensemble de l'expérience de ma vie. Dans cette unique phrase condescendante, je devenais une gamine insouciante et incompétente. Elle avait pris l'essence même de mon amour, de mon sacrifice, et l'avait transformée en l'arme qu'elle utiliserait pour me désarmer. À cet instant, une froide et terrible clarté s'empara de moi. Les fleurs à la cérémonie, les murmures, les regards méprisants n'étaient pas de simples offenses. C'étaient les premiers affrontements d'une guerre, et cela, ce dossier, ce sourire, cette étonnante arrogance était la déclaration officielle. Ce n'était pas seulement le mari de ma fille, c'était mon ennemi. Et je savais avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os que la vie tranquille et digne de Sylvie Moreau était terminée. Une bataille venait de commencer. Lorsque je rentrai chez moi après ce dîner, je n'ai pas allumé les lumières. Le clic de la porte d'entrée se fermant derrière moi résonnait de manière étrangement forte dans le silence soudain et profond. J'entrais dans l'obscurité familière de mon salon. Une obscurité qui avait toujours été réconfortante, mais qui maintenant semblait menaçante, pleine d'ombres se tordant avec de nouveaux et terribles significations. Le dossier en manille qu'Antoine m'avait remis reposait sur la table basse où je l'avais laissé tomber. Avec la douce lumière de la lune filtrante à travers les rideaux, sa couleur pâle semblait briller d'une énergie vénéneuse. C'était un serpent enroulé, attendant au cœur de mon foyer. Son venin légal était suffisamment puissant pour paralyser toute mon existence. Je n'ai pas pleuré. Tu dois comprendre, certaines blessures sont trop profondes pour le simple réconfort des larmes. La trahison était un abîme, un vide si profond qu'il engloutissait toute émotion, ne laissant qu'une sensation creuse et bourdonnante qui commençait dans ma poitrine et irradiait jusqu'au bout de mes doigts.
Je me suis assise sur le canapé, immobile dans l'obscurité, mes mains reposant lourdement sur mes genoux, tandis que la vérité m'enveloppait d'ondes froides et implacables. Ce n'était pas seulement Antoine, le prédateur charmant dont le sourire était une arme soigneusement calibrée. C'était Clémence, ma propre chair et mon sang, la petite dont j'avais tressé la chevelure sur ce même sol du salon, dont j'avais apaisé les fièvres durant de longues nuits d'angoisse, dont j'avais nourri les rêves avec chaque parcelle de mon être. Elle avait contemplé la vie que je lui avais donnée, l'amour que je lui avais offert et avait acquiescé. Elle avait consenti à céder les rênes de mon existence à un inconnu. Ce fut le coup dont je croyais que je ne me remettrais jamais. Je regardais autour de la pièce sombre vers les photographies sur la cheminée. Les photos de Clémence souriant avec ses dents de lait, notre voyage familial au Grand Canyon, Julien et moi le jour de notre mariage. Chaque instant capturé de bonheur me semblait désormais une moquerie cruelle. Le fauteuil usé où Julien avait l'habitude de lire le journal, sa forme encore présente dans son enfoncement, semblait m'accuser de ma naïveté. Chaque souvenir, chaque objet chéri servait désormais de témoignage de mon cœur naïf et confiant. Mon foyer n'était plus un sanctuaire, il avait été violé. C'était devenu un musée de mon propre échec. Après un certain temps, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être 1 heure, peut-être 3, je me suis levée, mes membres semblaient lourds, déconnectés de mon corps, se déplaçant comme si j'étais sous l'eau. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller, un dernier coin de cette maison qui semblait intacte. J'ai traversé la cuisine, laissant ma main glisser sur la surface froide et lisse du plan de travail en granit, et j'ai ouvert la porte du sous-sol. Les marches en bois craquaient avec un rythme familier, tandis que je descendais dans l'atmosphère froide et silencieuse. C'était le bureau de Julien, son domaine. L'odeur du vieux papier de ses innombrables livres, celle de son aftershave délicat et propre qui persistait encore dans l'air, et une profonde paix réconfortante s'en dégageait. Rien n'avait changé depuis le jour où il avait quitté ce monde. Les livres sur les étagères restaient impeccablement rangés de la même façon. Ses lunettes de lecture reposaient à côté d'une pile de journaux sur le bureau, comme s'il était sorti juste un instant. C'était la seule pièce de la maison qui conservait encore une certaine sécurité. C'était le seul endroit où le serpent n'avait pas encore empoisonné l'atmosphère. Je me suis enfoncée dans son vieux fauteuil en cuir, le matériau usé craquant doucement sous mon poids. Il s'adaptait encore à ma silhouette comme il l'avait toujours fait avec la sienne. Je laissais l'obscurité du sous-sol m'envelopper. Mes mains, qui avaient été si fermes au restaurant, tremblaient maintenant alors que j'étendais la main pour toucher les dos de ses carnets. C'était un homme de liste, de plans, de pensées silencieuses mises sur papier. Je passai mes doigts sur son écriture soignée et forte, et une vague de profonde et déchirante solitude m'envahit. J'avais besoin de son orientation, j'avais besoin de sa force. Je fermais les yeux et priais pour un signe, pour un mot, pour n'importe quoi qui m'extirperait de l'abîme. Et dans le silence profond et absolu de ce sous-sol, une voix répondit. Ce n'était pas la voix de Julien, c'était la voix d'une autre âme, une femme dont les mots avaient été un phare pour moi et pour des millions d'autres. Une poétesse, une femme phénoménale, un témoignage de l'esprit résilient que je croyais avoir perdu. La voix de la docteure Maya Angelou résonnait dans les chambres de mon cœur, aussi claire et forte comme si elle était juste à mes côtés. Les mots ne venaient pas comme un souvenir, mais comme une déclaration vivante et vibrante. Tu peux m'écrire dans l'histoire avec tes mensonges amers et tordus. Tu peux me piétiner dans la même terre. Mais pourtant, comme la poussière, je me lèverai. Ces mots étaient une étincelle dans le paysage désolé de mon âme. Ils étaient un rappel d'une vérité que j'avais oubliée dans mon deuil, que j'étais plus que cette trahison. J'étais la fille de femme forte qui avait enduré des choses bien pires. J'étais la femme d'un homme bon et brillant.
J'étais une enseignante qui avait formé de jeunes esprits. Mon histoire n'était pas terminée. Je n'allais pas conclure dans cette chambre sombre et silencieuse. Pourtant, je me levai, murmurai dans l'obscurité, et ma propre voix, bien que rauque, me surprit par sa soudaine fermeté. En le prononçant, quelque chose se transforma en moi. L'anesthésie commençait à s'estomper, remplacée par une clarté froide, aiguë et revitalisante. La fierté d'une femme Monroe coulait encore dans mes veines. L'intelligence d'une enseignante d'histoire habitait toujours mon esprit et le secret de mon mari était toujours dans cette maison. Mes yeux se dirigèrent vers le coin le plus éloigné de la chambre, vers le mur de béton nu. Là, j'observais quelque chose que j'avais déjà vu 1000 fois, mais que je n'avais jamais vraiment enregistré. Un unique panneau de bois appuyé contre le béton. Son veinage allait à l'opposé de la structure du sous-sol. Il semblait complètement hors de place. Et alors, un autre souvenir surgit, une conversation tranquille avec Julien des années auparavant. Il réparait une canalisation qui fuyait, et je lui avais demandé à propos de cette étrange planche. Il s'était simplement contenté de sourire. « Quand le serpent entrera enfin dans la maison, Sylvia, dit-il, tu sauras où trouver l'arme. » Le serpent était dans la maison. Il m'attendait sur ma table basse à l'étage, ses crocs dégoulinant d'encre légale. Mon cœur commença à battre à nouveau, non pas de peur, mais avec un rythme lent, puissant et juste. Il était temps de trouver l'arme. Ma détermination me paraissait froide et solide alors que je traversais le sol du sous-sol. Je récupérai un petit couteau économe dans la vieille boîte à outils de Julien, son manche en bois doux et familier dans ma main. J'insérai la pointe dans la fine fente entre le panneau de bois et le mur de béton. Cela nécessita un peu d'effort. Le panneau avait été scellé là pendant des années, un sentinelle silencieux. Avec une dernière poussée décisive, le bois gémit et céda, révélant un espace sombre et vide derrière. Et là, c'était pas une boîte, mais un coffre-fort. Un ancien coffre-fort en fonte noire, fixé directement aux fondations de la maison. Il semblait ancien, indomptable, une relique d'une autre époque. Sur sa face, il y avait un unique cadran de combinaison. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Je n'avais aucune idée de ce que pourrait être la combinaison. Je fermai les yeux, essayant de penser comme Julien, un homme de logique, de sentiments et de secrets. Quels étaient les chiffres les plus significatifs pour lui? Mes doigts, maintenant fermes, ont tourné le cadran. D'abord à mon anniversaire, un mouvement lent et délibéré vers la droite, puis à son anniversaire, 2 tours vers la gauche, et enfin, avec une prière sur mes lèvres, j'ai tourné le cadran à la date de notre mariage. J'ai tiré sur la lourde poignée. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, avec un gémissement métallique bas qui résonnait dans le sous-sol silencieux, la lourde porte en fer s'est ouverte. J'ai regardé à l'intérieur, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Il n'y avait ni or scintillant, ni pile d'argent liquide. L'intérieur du coffre-fort était rempli de dossiers ordonnés et soignés, chacun étiqueté de l'écriture méticuleuse de mon mari, et sur le premier dossier se trouvait une seule enveloppe épaisse avec mon nom écrit « Sylvia ». Mes mains tremblaient à nouveau alors que je la soulevais. Je me suis enfoncée dans son fauteuil en cuir, l'odeur familière du papier et du temps qui passe m'enveloppait, et j'ai soigneusement rompu le seau. À l'intérieur, il y avait une lettre, plusieurs pages remplies de l'écriture forte et confiante que je connaissais aussi bien que la mienne. C'était un message d'outre-tombe. « Ma très chère Sylvia », commençait-elle, et les mots étaient si profondément hymniques qu'une vague de douleur et d'amour m'a envahi, si puissante que cela m'a presque fait vaciller. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie et que quelqu'un a essayé de profiter de ta nature bienveillante et confiante. Je suis désolée, mon amour, de ne pas t'avoir dit cela de mon vivant. J'ai vécu modestement afin que nous puissions être riches en secret. J'ai caché nos actifs pour te protéger des vautours que j'ai toujours su qu'ils rôderaient. Les mêmes vautours que je présume t'ont forcé à ouvrir ce coffre-fort. Des vautours.
Ce mot était parfait. C'était exactement ce que Antoine et sa famille étaient. Je suis passée à la page suivante, mes yeux parcourant les lignes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur un chiffre. Un chiffre si grand, si impossible, que mon esprit a d'abord refusé de le traiter. Je l'ai relu, puis une troisième fois. 18 millions de dollars, Sylvia. Tout est protégé dans une série de fiducies irrévocables, préservées des créanciers, des poursuites et des prédateurs. C'est entièrement à toi. 18 millions. La pièce a commencé à tourner. Je me suis accrochée aux accoudoirs du fauteuil en cuir, me maintenant pendant que le monde s'inclinait sur son axe. Julien, mon calme et modeste Julien. L'homme qui conduisait une Buick vieille de 10 ans, qui débattait pendant des semaines de l'achat d'une nouvelle tondeuse à gazon, qui insistait pour que nous prenions des sandwichs lors de nos voyages plutôt que de nous arrêter dans des dîners. Il n'avait pas été frugal. Il n'avait pas été avare. Il avait été un gardien, un protecteur silencieux et brillant, construisant une forteresse de richesse autour de moi alors que je restais totalement inconsciente. Toutes ces années, à vivre simplement, refusant des vacances extravagantes, réparant des vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux, n'étaient pas des privations. C'était une défense. Il avait mené une guerre dont je ne savais même pas qu'elle était en cours. Je continuais à lire. Ma vue s'embua de larmes qui n'étaient plus de tristesse, mais d'une profonde et écrasante gratitude. Sa lettre détaillait tout, les fiducies, les investissements, les couches de protection légale qu'il avait construites. Il avait anticipé ce scénario exact, un charmant bonimenteur essayant de tromper sa veuve pour qu'elle signe la renonciation à ses droits. Il avait vu le serpent bien avant qu'il ne frappe à ma porte. Et puis j'arrivais à la dernière page, la partie finale de son plan. Dans une enveloppe plus petite à l'intérieur de celle-ci, il avait écrit « Tu trouveras la carte de visite d'une femme nommée Carole Petit. Elle est avocate. Elle est aussi, pour ainsi dire, dure comme de l'acier. Elle sait tout sur notre héritage et attend ton appel. Elle a tous les outils dont tu auras besoin. Sylvia, mon amour, ne laisse personne prendre ce que j'ai construit pour toi et pour notre famille. Utilise chaque dernier dollar, s'il le faut, pour leur faire regretter le jour où ils ont décidé d'irriter l'épouse de Julien Monroe. » Mes doigts, tremblants, trouvèrent la plus petite enveloppe. À l'intérieur de la boîte, comme il l'avait mentionné, se trouvait une seule et nette carte de visite. Les lettres en relief étaient simples, élégantes et percutantes. Carole Petit, avocate. Je regardais la carte, observant le nom. C'était le moment, c'était l'arme. La tristesse dans mon cœur était toujours présente, une douleur profonde et persistante. Mais maintenant, il se joignait quelque chose d'autre, quelque chose de froid, quelque chose de ferme, quelque chose de puissant. C'était la détermination indéfectible de mon mari qui vivait maintenant en moi. Je fermai ma main autour de ce petit rectangle de papier. Le tremblement dans mes doigts cessa. Ma main était ferme maintenant, un point de pure résolution inébranlable. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Julien jusqu'à ce que les premiers doux rayons du matin pénètrent par la fenêtre du sous-sol. La carte de visite de Carole Petit tenait fermement dans ma main. Elle était devenue un talisman, une pièce tangible de la prévoyance de mon mari. Ce n'était plus simplement un morceau de papier. C'était une clé, une promesse, une arme prête à l'emploi. Au moment où le soleil se leva complètement, projetant de longues ombres sur ma rue tranquille, je montais les escaliers vers la cuisine, mes pas n'étant plus alourdis par la tristesse, mais légers avec un but clair et inconnu. Je suis restée à côté du téléphone pendant 1 minute entière, prenant une profonde respiration pour me calmer, puis j'ai passé l'appel. Une voix a répondu à la deuxième sonnerie, un son équivalent auditif à une solide tasse de café noir, claire, chaleureuse et débordante d'une confiance qui semblait traverser la ligne téléphonique et me renforcer. Peterson Law, Carole à l'appareil. Il n'y avait pas de réceptionniste, ni de barrière, juste la femme elle-même, directe et efficace. J'ai pris une autre respiration, celle-ci moins tremblante.
Je m'appelle Sylvie Moreau, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Je crois que mon défunt mari, Julien, a fait quelques arrangements avec vous. Il y eut une brève pause de l'autre côté de la ligne, un silence si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur marquer un rythme décidé et constant. Ce n'était pas un silence de confusion. C'était un silence de reconnaissance. Alors la voix de Carole revint, maintenant plus douce, avec une nouvelle nuance d'intimité qui donnait l'impression qu'elle venait de fermer la porte d'un bureau pour parler en privé avec une amie de longue date. « Madame Monroe, dit-elle, et la façon dont elle prononça mon nom, non pas avec pitié, mais avec un profond et résonnant respect, se sentit comme une étreinte chaleureuse. J'ai attendu votre appel depuis 2 ans. Julien m'a dit que vous étiez la femme la plus intelligente qu'il ait jamais connue. Il a aussi dit que vous étiez incroyablement patiente. Je suppose que votre patience est enfin arrivée à son terme. Son bureau, situé dans un élégant gratte-ciel en centre-ville, avec des vues qui s'étendaient jusqu'à Stone Mountain, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de livres en cuir poussiéreux, ni de murs en acajou destinés à intimider et submerger. L'espace était moderne, aéré et rempli de lumière. Et sur les murs, au lieu de paysages ennuyeux ou d'art corporate, il y avait des œuvres vibrantes et puissantes d'artistes afro-américains, une impression de Jacob Lawrence, un collage de Romar Bearden. C'était un endroit qui célébrait la force, l'histoire et la résilience. C'était le bureau d'une guerrière, pas seulement d'une avocate. Carole Petit, pour sa part, était tout aussi redoutable. C'était une femme séduisante, d'une 50aine d'années, vêtue d'un costume parfaitement ajusté, qui témoignait d'autorité et de succès indéniables. Ses yeux étaient perçants, elle ne laissait rien passer, et quand elle se leva pour me saluer, sa poignée de main était ferme et forte, mais ce qui m'impressionna le plus, c'était son regard. Elle ne me regardait pas avec la compassion que j'avais vue dans les yeux du huissier de la cérémonie, ni avec le mépris que j'avais remarqué chez Laure. Elle me regardait avec respect, avec une profonde compréhension. Elle ne voyait pas une victime, mais une égale. Dans ce seul regard, elle balaya ma solitude. Julien m'avait dit que ce jour arriverait, affirmant, en me montrant où m'asseoir dans un fauteuil confortable devant son large bureau en verre. Sa voix était calme, une affirmation en effet, pas de surprise. Le jour où quelqu'un te regarderait et penserait que tu étais une proie facile. Elle ouvrit un élégant classeur en métal et en sortit un épais dossier avec le nom de Julien sur la couverture. Elle l'étala sur le bureau entre nous, et c'était comme contempler les plans de l'esprit de mon mari. Il y avait des diagrammes de trust, des graphiques d'actifs et des couches de protection légale superposées. C'était une forteresse construite de papier et d'encre, conçue par un maître stratège. Son mari était un génie, dit Carole, avec un ton de sincère admiration dans la voix. Un architecte financier, regarde ça. Elle frappa une clause sur une des pages. C'est une disposition anti-dilapidation, à l'épreuve des balles. Elle est conçue pour protéger le trust exactement contre ce type d'attaque prédatrice. Même si tu avais signé cette procuration que t'a donnée Antoine, il n'aurait pas pu toucher 1 centime du principal. Toute cette structure a été créée pour résister à un siège. Une vague de soulagement si profonde qu'elle en devenait presque vertigineuse m'envahit. L'argent était en sécurité. L'héritage de Julien était assuré, mais alors que j'expirais, laissant la tension des derniers jours se drainer de mes épaules, Carole secoua la tête, une expression sévère et provocante remplaçant son sourire. « Ne pas perdre ton argent est une chose, dit-elle, sa voix devenant aussi dure que l'acier. Laisser ce qu'il veut se réaliser en est une autre. Julien n'a pas construit cette forteresse pour que tu te caches simplement derrière ses murs. Il l'a créée pour te donner un arsenal. Il ne voulait pas que tu joues sur la défensive, Sylvia. Il voulait que tu attaques. » Le feu qui avait été allumé par les mots de Maya Angelou dans l'obscurité de mon sous-sol rugissait maintenant comme un enfer.
Les derniers vestiges de la femme effrayée et invisible lors du mariage s'éteignirent. Je me penchai en avant, mes mains plaquées contre sa froide table en verre, et je sentis le pouvoir changer, non seulement dans la pièce, mais aussi dans mon âme même. Ma voix, en parlant, était ferme, claire et prête pour la bataille. Alors, que faisons-nous? Un sourire lent se dessina sur le visage de Carole Petit. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un grand requin blanc qui venait de sentir l'odeur du sang dans l'eau. Un sourire de colère juste et incroyable. « Nous ne nous contentons pas de l'arrêter, Sylvia, » dit-elle, ses yeux brillants d'une lumière terrifiante et magnifique. « Nous l'anéantissons, non avec des émotions, mais avec le poids écrasant de la loi. Nous demanderons ses relevés financiers des 5 dernières années. Nous révélerons ses dettes, ses secrets, ses autres victimes. Nous construirons un dossier si solide, si dévastateur qu'il passera le reste de sa vie comme un avertissement pour d'autres prédateurs. » Un signe du profond danger de sous-estimer une veuve d'Atlanta. La semaine qui suivit ma rencontre avec Carole fut l'une des plus étranges de ma vie. Je devenais une actrice se préparant pour le rôle de sa vie, non pour une scène avec des lumières et des rideaux en velours, mais pour la scène discrète et moquetée de mon salon. Mon public prévu était un prédateur. Mon scénario était une toile soigneusement tissée de tromperies, et les enjeux étaient mon âme même. L'équipe de Carole, 2 professionnels silencieux et efficaces, se déplaçant avec la grâce furtive de fantômes, vint chez moi et la transforma. Ils installèrent des dispositifs d'enregistrement de dernière génération, si petits qu'ils étaient pratiquement invisibles. Une petite lentille de caméra puissante était cachée dans l'œil d'un oiseau en céramique sur la cheminée. Un microphone sensible était déguisé dans un nouveau détecteur de fumée qui semblait inoffensif au plafond. Mon foyer, l'endroit où je me suis sentie si violée et exposée, est devenu ma forteresse, mon quartier général stratégique. Ma préparation pour cette performance n'a pas consisté à étudier des documents juridiques. Carole et son équipe de parajuristes s'en chargeaient, construisant un arsenal de faits et de chiffres. Mon travail était plus subtil, plus ancestral. Ma tâche était d'étudier la nature humaine. C'est pourquoi je n'ai pas lu de livre de droit. J'ai relu Shakespeare. Dans le calme de mon bureau, j'ai revisité les grandes tragédies. J'ai étudié la chute de Léar dans La Folie, m'émerveillant de la façon dont la vulnérabilité pouvait être aussi réelle qu'une représentation. J'ai analysé la manipulation magistrale d'Iago, comment il utilisait l'honnêteté comme un masque pour ses mensonges. J'ai étudié l'interprétation de Lady Macbeth comme l'hôtesse aimable et innocente, avec ses mains au sens métaphorique, goûtant de sang. J'apprenais l'art du masque. J'ai passé des heures devant le miroir de la salle de bain, non pas pour vérifier mon apparence, mais pour la démonter. J'ai pratiqué le fait de laisser tomber mes épaules d'une manière spécifique, créant une image de défaite. J'ai pratiqué un léger tremblement presque imperceptible dans ma main en atteignant un verre d'eau. J'ai pratiqué un regard de confusion vide et désespéré dans mes yeux, l'expression d'un esprit qui commence à s'effondrer. Je créais mon personnage de l'intérieur vers l'extérieur. Sylvie Moreau, la veuve fragile, effrayée et complètement vaincue, prête à échanger son monde contre un morceau de sécurité. Quand j'ai senti que le personnage s'était enraciné en moi, j'ai franchi la première étape. J'ai levé le téléphone et composé le numéro d'Antoine, le cœur battant à un rythme constant et froid. Quand il a répondu, j'ai laissé un tremblement de panique fabriqué s'infiltrer dans ma voix, un ton anxieux et désespéré que j'avais perfectionné après des jours de répétition. « Antoine, c'est moi, c'est maman », ai-je commencé, marquant une pause comme si j'avais besoin de rassembler mes forces pour parler. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, et tu as raison. J'ai peur, Antoine. Je suis complètement seule dans cette grande maison, et j'ai peur. Je veux signer ces papiers. J'ai besoin que tu me protèges. » Le silence de l'autre côté a été bref, mais j'y ai senti son euphorie,
son triomphe irradiant à travers la ligne, suivi d'un soupir doux, presque inaudible, de soulagement. Le son de la cupidité pure et nue atteignant son but. « Oh, maman Sylvia, c'est une merveilleuse nouvelle !» s'exclama-t-elle, sa voix trahissant une sincérité feinte. « C'est la décision la plus sage que tu puisses prendre. Je suis tellement contente que tu comprennes que nous sommes de ton côté. Que dirais-tu si je venais ce mercredi? Je peux amener un notaire avec moi. Nous réglerons tout rapidement. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. » La patte était lancée. Le poisson était sur la ligne, nageant avec impatience vers le bateau. L'appel suivant était plus difficile. C'était celui que je redoutais, la partie de l'acte qui ressemblait moins à une performance et plus à une cruauté nécessaire. Clémence m'a appelé cet après-midi. Sa voix un mélange familier de souci et de soulagement. « Maman, Antoine vient de me dire que tu vas signer les papiers. Es-tu sûre? Tu semblais si hésitante. » C'était la partie la plus cruciale de ma prestation. Je lâchai un long et fatigué soupir, un que j'avais pratiqué pour transmettre le poids de décennies d'épuisement. « Je suis vieille, ma chérie, » dis-je, ma voix douce et fragile. La voix d'une femme qui capitule. « Je suis fatiguée, tout cela, toutes ces décisions, c'est trop pour moi maintenant. Peut-être que ton mari a raison, peut-être qu'il est temps que je me repose et que l'on prenne soin de moi. » Il y eut une pause, et puis j'entendis la réponse exacte que je savais qu'elle viendrait. La réponse qu'il lui avait appris à donner. Soulagement. « Oh, maman, je savais que tu comprendrais, » dit-elle, sa propre tension se dissipant. « Il veut vraiment juste le meilleur pour toi. Nous aussi. » Je murmurai un au revoir silencieux et raccrochai. Ma main resta sur le combiné et pendant un moment, une douleur aiguë traversa ma froide détermination. Ma fille, ma douce et confiante fille, était si complètement sous son emprise qu'elle voyait sa cage comme un refuge. Ça faisait mal. Ça faisait plus mal que tout. Mais je m'accrochais à la certitude que toute cette douloureuse farce était aussi pour elle. Je ne me sauvais pas seulement. J'effectuais une chirurgie douloureuse et nécessaire pour sauver ma fille du cancer qu'elle avait accueilli dans sa vie. Mardi soir, la veille de l'acte final, je m'assis seule dans mon salon. La maison était silencieuse. Je regardais l'oiseau en céramique, le nouveau détecteur de fumée, les subtiles altérations dans mon espace familier. Je ne ressentais ni peur, ni anxiété, ni doute de dernière minute. Il n'y avait qu'un calme profond et glaçant. C'était une générale dans ma salle de guerre révisant le champ de bataille avant la confrontation. Chaque pièce était à sa place. Chaque ligne avait été répétée. Je défendais l'héritage de Julien, un héritage d'amour et de protection. Je luttais pour l'avenir de Clémence, un avenir libre du poison de la cupidité de son mari. Et surtout, je récupérais ma propre dignité, un acte silencieux de défi contre l'homme qui avait tenté de m'effacer. Je n'étais plus Sylvie Moreau, la veuve affligée. J'étais devenue une guerrière et mon ennemi s'apprêtait à marcher, prête et impatiente, directement dans mon piège. Demain, le rideau se lèverait sur l'acte final de sa tragédie, pas de la mienne. Il est arrivé à l'heure, témoignant de son enthousiasme. Avec lui venait un notaire qui semblait nerveux, un jeune homme aux yeux agités et à la lèvre supérieure humide, donnant l'impression d'être sorti d'un recoin du monde juridique plus petit et désespéré. Il regardait autour de lui dans la salle comme s'il soupçonnait que les murs pouvaient avoir des secrets, ce qu'ils avaient bien sûr. Cependant, Antoine était extrêmement sûr de lui. C'était un paon dans un élégant costume italien. Il est entré dans ma maison avec un sourire triomphant sur le visage, tenant la chemise Manila contre sa poitrine comme si c'était une relique sacrée, un trophée qu'il avait gagné par pur charme et intelligence. Il était le héros triomphant venu sauver la dame des confuses charges de sa propre vie. « Maman Sylvia, dit-il, sa voix débordant d'une chaleur répétée qui me mettait mal à l'aise. Je suis si heureux que tu aies pris cette décision. Je te promets que tu te sentiras beaucoup plus en sécurité maintenant.
Il étala les documents sur ma table basse, les plaçant juste au centre du regard inébranlable de la caméra cachée. Puis il commença à m'expliquer chaque clause d'un ton lent et condescendant, comme s'il enseignait l'alphabet à un enfant particulièrement lent. Il employait des mots simples, sa voix douce et gentille, mais son message était comme un marteau. Il indiqua les lignes pour ma signature, son doigt soigneusement arrondi frappant la page avec un rythme silencieux et insistant. Cela nous donne la capacité de gérer tes comptes, pour nous assurer que tes factures soient payées à temps, expliqua-t-il. Cet autre nous permet de parler à tes médecins afin que nous puissions être complètement informés de tes besoins en santé. C'est simplement une procédure standard, maman. Tout cela est mis en place pour garantir ton bien-être. Il a parlé de mon bien-être, mais ses yeux étaient rivés sur le prix, reflet d'une possessivité. Mon acte a commencé. J'ai acquiescé vaguement, mon expression étant un masque soigneusement élaboré de confusion et d'acceptation fatiguée. J'ai laissé ma main trembler en atteignant la plume élégante qu'il me tendait. « Oh, quelle surprise !» murmurai-je, ma voix délibérément aiguë et préparée, celle d'une femme accablée. « Il y a tant de papiers, tous ces mots légaux, c'est un peu écrasant pour moi. »« Ne t'inquiète pas, » me rassura-t-il, sa condescendance aussi épaisse que de la mélasse. « Tu n'as qu'à signer ici, ici et ici. » Il pointa à nouveau chaque ligne avec la pointe de la plume. « Le reste, c'est notre travail. Nous nous chargerons de tout à partir de maintenant. » J'ai pris la plume, ma main tremblotante, fruit d'une semaine de répétition, s'est dirigée vers la première page. J'ai signé mon nom, la signature légèrement tremblante, le S de Sylvia un peu moins ferme que d'habitude. Je suis passé à la deuxième page et ai signé à nouveau, laissant échapper un petit soupir fatigué. Ensuite, en atteignant le troisième document, j'ai exécuté ma simple manœuvre de distraction. J'ai laissé la plume glisser de mes doigts. Elle est tombée bruyamment sur le sol en bois. « Oh, comme je suis maladroite !» dis-je en riant timidement. Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Antoine, toujours le gentleman, toujours le patient gestionnaire de l'aîné, s'est penché pour la ramasser. Dans ce bref moment crucial, alors que sa tête était baissée, je levai les yeux et observai l'oiseau en céramique sur le manteau. J'ai fait un léger et presque imperceptible signe de tête, un signal pour Carole, qui surveillait tout depuis un moniteur à des kilomètres de là. La performance se déroulait comme prévu. Le piège était prêt à être déclenché. Il me rendit la plume avec ce même sourire patient et indulgent. J'ai signé la troisième page, puis la quatrième. Je pouvais sentir son impatience grandissante, une tension subtile dans ses épaules. J'étais sur la ligne d'arrivée, je pouvais savourer sa victoire, juste au moment où j'étais sur le point de signer la dernière et la plus cruciale des pages, le pouvoir notarial durable. Je me suis arrêtée. J'ai laissé le stylo léviter juste au-dessus du papier, à 1 millimètre de la ligne où l'encre toucherait. Je le regardais, mes yeux grands ouverts, à feindre une confusion que j'avais répétée pendant 1 semaine. « Antoine, mon cher, » commençai-je, laissant ma voix s'évanouir comme si une pensée vague et troublante m'avait soudain envahi. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Il ne pouvait pas tout à fait cacher l'éclat d'irritation dans ses yeux. Il était si proche. « Oui, maman. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix un fil tendu de patience forcée. Je regardais par la fenêtre comme si j'essayais d'atteindre un souvenir fugace et difficile. C'est juste que, eh bien, il semble que Julien ait pu laisser quelque chose d'autre. Quelques anciens investissements, je crois qu'il les a appelés. Quelque chose dont je n'ai su que récemment. Je ne suis pas très douée pour ces choses, tu vois. C'est tellement compliqué. C'était l'appât. Le dernier morceau irrésistible conçu spécifiquement pour un poisson de son espèce. Je l'observai. Sa posture changea complètement. Le masque de gendre inquiet se dissipa, remplacé par le visage brut et tremblant de la pure cupidité. Ses yeux, qui étaient auparavant pleins de fausse sympathie, brillaient maintenant d'une soif insatiable. C'était le moment que Carole avait prédit. La cupidité avait surpassé la prudence. « Combien ?»
demanda-t-il, sa voix un murmure bas et urgent. Il se pencha en avant, la prétention d'inquiétude désinvolte disparue, remplacée par un désir brut et nu. « C'est beaucoup !» Gardant mon regard doux et distant, je jouais parfaitement le rôle de la veuve confuse. « Je ne suis pas tout à fait sûre, dis-je en soupirant. L'homme de la banque a utilisé beaucoup de mots compliqués, mais il semblait penser que cela pourrait être une somme considérable. Sa main, celle qui reposait sur les papiers de ma table basse, commença à trembler. Pas avec un tremblement fin comme le mien, mais avec un tremblement réel et incontrôlable d'émotion. Il ne pouvait plus le cacher. Sa voix se brisa d'anticipation. « Combien c'est beaucoup, maman ? » « Sylvia, j'ai besoin que tu me dises. J'ai besoin de connaître le montant total pour pouvoir le protéger pour toi. Protéger ?» Il avait prononcé ce mot. Il avait confessé son intention devant la caméra. Les mâchoires du piège, si soigneusement tendues et patiemment attirées, se fermèrent avec une finalité silencieuse et dévastatrice. Il se pencha vers moi, son visage un masque grotesque de cupidité, sa voix un murmure désespéré et anxieux. « J'ai besoin de connaître le montant total pour pouvoir le protéger pour toi. » À cet instant précis, lorsque le mot « protéger » sortit de ses lèvres, tout l'acte disparut. Le rideau est tombé sur le personnage de la veuve fragile et confuse qu'il avait construit avec tant d'efforts. Et la véritable Sylvie Moreau, celle qui avait été forgée dans les flammes de la perte et du mépris, fit un pas en avant. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et quand j'ai parlé, ma voix avait changé. L'hésitation avait disparu, remplacée par une clarté froide et dure, aussi aiguisée et inflexible que le granit. La faiblesse s'était évaporée, remplacée par une autorité qu'il n'avait jamais imaginé posséder, un pouvoir qui emplit la pièce et sembla aspirer l'air de ses poumons. « Combien ?» J'ai répété sa question, mais ce n'était pas une question. C'était un jugement. J'ai délibérément placé la coûteuse plume au centre de la table basse, le doux clic résonnant comme un coup de feu dans la pièce soudainement silencieuse. « Suffisant pour engager le meilleur avocat, dis-je, et le mot avocat dégoulinait d'une ironie si glaciale qu'elle aurait pu geler le feu. Antoine s'est arrêté net. Le sourire avide et prédateur sur ses lèvres s'est figé, puis a semblé se briser comme de la porcelaine bon marché. Ses yeux, qui avaient brillé à la lumière d'une richesse imméritée, s'ouvrirent maintenant avec confusion et une horreur croissante et dégoûtante. Son esprit, si rapide à calculer et à tromper, luttait pour traiter ce changement soudain et impossible dans la dynamique du pouvoir. « Quoi ? Qu'as-tu dit ?» balbutia-t-il, sa voix perdant son ton doux et confiant, devenant la voix anxieuse et incertaine d'un enfant pris dans un mensonge. J'ai dit, en articulant chaque mot avec une précision glaçante, mon regard perçant le sien. C'est suffisant pour engager des avocats. C'est suffisant pour engager des enquêteurs privés. Et c'est bien plus que suffisant pour s'assurer qu'un morceau de déchet humain comme toi ne puisse plus jamais tromper une autre femme. Je ne l'appelais plus avocat. Je ne le voyais plus comme l'époux de ma fille. C'était un spécimen, une chose à examiner, démonter et jeter. La couleur s'est évanouie de son visage. Sa façade charmante et séduisante commença à s'effondrer sérieusement, révélant le rat acculé et terrifié qui se cachait en dessous. Le sang monta à ses joues, d'un rouge tacheté et peu flatteur, puis recula aussi vite qu'il était venu, laissant sa peau pâle et malade. « Toi, tu racontes des idioties », balbutia-t-il, essayant de retrouver son aplomb, essayant de réaffirmer la réalité dans laquelle il avait le contrôle. Mais sa voix se brisa, trahissant sa terreur. « Que t'arrive-t-il? As-tu perdu la raison ?» C'était la dernière flèche dans son carquois, la fin pathétique d'une tentative d'utiliser mon âge, mon genre, et ma prétendue fragilité contre moi. J'ai presque souri devant sa prévisibilité. « Oh non, Antoine, dis-je, ma voix dangereusement douce, un havre de paix au milieu de la tempête. Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Mon esprit, tu vois, est parfaitement clair. Assez clair pour connaître tes dettes de jeu à Atlantic City,
celle que tu pensais que personne de ta nouvelle vie ne connaissait, assez claire pour apprendre les 2 autres veuves en Floride, 2 femmes à qui tu as si hardiment offert ton aide avant de poser les yeux sur ma fille dans ma maison. Assez clair pour savoir chaque secret sale et cupide que tu croyais si bien caché sous ce costume à 5 000 $. Je sais tout. À ses côtés, le notaire nerveux commença à transpirer abondamment, des gouttes de sueur apparaissant sur son front. Il fit un pas en arrière vers la porte, puis un autre, les yeux écarquillés par la terreur brute d'un homme qui réalise qu'il s'est engagé dans une guerre qui le dépasse largement. Il savait qu'il assistait à quelque chose de terrible, un participant à un crime qui s'effondrait à une vitesse terrifiante devant ses propres yeux. Je décidai que c'était le moment de l'acte final de cette scène. Je me levai de ma chaise. Je ne me levai pas comme une vieille femme aux articulations douloureuses. Je me levai comme une reine qui monte sur son trône, mon dos droit, mes mouvements délibérés et chargés d'une énergie qu'il pouvait sentir dans l'air. Je me plaçai au centre de mon salon, mon territoire, et je regardais l'homme qui avait tenté de me voler ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi haute ni aussi en contrôle. « Tu as commis 2 erreurs fatales, Antoine, » lui dis-je, ma voix basse et ferme. Chaque mot était un coup puissant contre la fragile carapace de son arrogance. Sa première erreur fut de penser que j'étais pauvre. Je laissai ces mots flotter dans l'air un moment, observant comme ils tombaient. Mais ta seconde, et de loin plus grande erreur, fut de penser que j'étais idiote. Je levai ma main, non pas dans un geste menaçant, mais avec une grâce lente et délibérée, et je désignai directement l'oiseau en céramique sur la cheminée, celui avec l'œil en verre qui ne clignait jamais. « Et maintenant, dis-je, ma voix tombant à un murmure presque inaudible, un murmure contenant plus de menaces que n'importe quel cri. Tu devrais sourire, tu es enregistré. » Juste à ce moment-là, la porte de ma maison s'ouvrit brusquement. Carole Petit entra, une vision de colère vengeresse dans un costume sombre de pouvoir. À ses côtés se trouvaient 2 grands hommes d'une carrure imposante qui n'étaient clairement pas des avocats. Ce étaient des détectives privés, les hommes qui avaient révélé les sombres secrets d'Antoine. Leurs visages étaient sombres et leur présence remplissait la pièce d'un sentiment inévitable de fatalité. Les yeux de Carole se fixèrent sur Antoine, le maintenant figé sur place, sa voix aussi froide et aiguisée que la glace qui se brise. « Antoine Thornfield, proclama-t-elle, sa voix résonnant avec l'autorité de la loi elle-même. « Je suis l'avocate de Sylvie Moreau et je pense que tu as des choses à expliquer concernant une conspiration en vue de frauder des personnes âgées. » Son dernier brin d'autocontrôle se brisa. Un son étouffé et inhumain s'échappa de ses lèvres. Ses jambes fléchirent, comme si on lui avait coupé les cordes, et il s'effondra au sol. Il tomba à genoux parmi les documents en désordre de son propre échec. Son visage séduisant se transforma en un masque grotesque d'une terreur absolue. La façade charmante qu'il avait maintenue si longtemps ne s'était pas seulement évanouie. Elle avait été complètement détruite, laissant à la lumière la créature pathétique et gémissante qu'il avait tenté de cacher. La partie d'échecs était terminée. Les répercussions de l'arrestation d'Antoine n'étaient pas un sujet silencieux. Cela fut un tremblement de terre légal qui envoya des ondes de choc à travers les prairies soigneusement entretenues et les communautés fermées de Buckhead, un scandale qu'on ne pouvait pas contenir derrière de hauts murs ou des appels à voix basse. Les enregistrements de ma pièce étaient irréfutables. Avec la montagne de preuves que les enquêteurs de Carole avaient découvertes concernant ses activités passées en Floride et ses dettes de jeu écrasantes, l'affaire était indiscutable. Elle devint une sensation chuchotée dans les clubs de sport et rapportée avec une joie à peine déguisée dans les pages sociales des journaux d'Atlanta. La famille Thornfield, qui avait construit son monde sur une fragile structure de nouvel argent et de prétentions sociales, se précipitait vers un abîme de honte publique. J'ai entendu dire que Laure a refusé de quitter son manoir pendant des semaines. La honte était trop grande à supporter.
Son entreprise, bâtie sur l'illusion d'intégrité et de réputation, était au bord de l'effondrement. La justice, s'est avérée, n'arrivait pas toujours silencieusement. Parfois, elle arrivait comme un ouragan, arrachant le toit d'une maison de mensonges. Comme je l'attendais, Clémence est venue me voir. Elle n'a pas appelé avant. Elle est simplement apparue à ma porte, son visage pâle et trempé de larmes, ses yeux brûlants d'une loyauté désespérée et mal placée qui déchirait mon cœur. « Comment as-tu pu, maman ?» cria-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle me poussait sur le côté et entrait dans le hall. « Comment as-tu pu faire ça? À mon mari! Tu as ruiné sa vie! Tu as ruiné notre vie! » Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas élevé la voix et je n'ai pas répondu à sa colère par la mienne. Le temps pour ce genre de confrontation était passé. Je l'ai conduite au salon, la même pièce où le piège avait été tendu, et je lui ai demandé de s'asseoir sur le canapé. Puis, sans dire un mot, j'ai tendu la main vers un petit enregistreur numérique sur la table basse et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Antoine emplit l'espace. Son ton, un murmure bas et pressant, demandait « Combien est assez, maman? Sylvia, j'ai besoin de savoir le montant total pour pouvoir le protéger pour toi. » J'ai observé ma fille pendant qu'elle écoutait. J'ai remarqué comment la colère sur son visage s'est estompée, l'indignation légitime vacillant comme une bougie sur le point de s'éteindre. Elle a été remplacée par une lueur de doute, de confusion. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, je lui ai remis un document mince. Il contenait la déclaration sous serment des 2 autres veuves en Floride, dont les histoires étaient troublablement similaires à la mienne. Elle l'a lu, ses mains tremblant si violemment que les papiers murmuraient en bougeant. Elle a vu les relevés de compte des casinos d'Atlantic City, les chiffres froids et durs racontant une histoire de désespoir et de tromperie. Elle a vu la preuve. Elle est restée là un long moment, les papiers sur ses genoux, son regard fixé sur un point éloigné du mur. Le silence dans la pièce était lourd du son de son monde s'effondrant, d'une histoire d'amour se révélant comme un film d'horreur. Son visage, qui était auparavant un masque de fureur, se décomposait maintenant en un mosaïque de confusion, d'horreur et finalement d'une compréhension dévastatrice qui commençait à émerger. Elle me regarda, ses yeux ne sont plus accusateurs, mais remplis de la peur vaste et vide d'un enfant perdu. « Tu allais me mettre dans une maison de retraite, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, les mots à peine audibles, et aussi prendre tout l'argent de papa. Ce n'était pas une question, c'était la dernière pièce terrible du puzzle qui s'assemblait dans son esprit. Je n'avais pas besoin de répondre. La vérité était son propre verdict et venait d'être livrée à son cœur. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à nouveau face au brillant bureau en verre de Carole Petit. Mais cette fois, les documents que nous avions entre les mains n'étaient pas une arme, mais un plan pour l'avenir. C'était mon nouveau testament, un témoignage non pas d'une fin, mais d'un nouveau départ. Carole a revu les détails, mais mon esprit était clair. Le nom de ma fille, Clémence, était toujours là. Je suis mère et l'amour d'une mère, même lorsqu'il est blessé, perdure. Mais son héritage venait maintenant avec une condition, un chemin vers la rédemption et le but. Elle n'hériterait de sa part que si elle acceptait de faire partie du conseil et de participer activement à la gestion d'une nouvelle fondation caritative. La majeure partie de l'héritage de Julien, 15 millions d'euros, servirait de capital initial pour cette fondation. Je signai la dernière page d'une main ferme et déterminée. La Fondation Julien et Sylvie Moreau était née. Sa mission était simple et claire, fournir une assistance légale gratuite et une défense aux personnes âgées qui étaient devenues des victimes de fraude financière. L'argent durement gagné par Julien ne serait pas dépensé en sacs de créateurs ou en voitures de luxe. Il deviendrait un bouclier pour les vulnérables, une épée pour les sans défense. Son héritage de protection se poursuivrait bien au-delà des murs de notre petit foyer. Le système juridique avançait à son propre rythme, mais sa conclusion était décisive. Antoine Thornfield a été condamné à 18 ans de prison fédérale.
Clémence, les yeux enfin ouverts, a silencieusement déposé la demande de divorce. Un frais après-midi d'automne, lorsque les feuilles de mon jardin se transformaient en brillants tons de rouge et d'or, j'ai parcouru ma maison. J'ai rassemblé chaque photographie d'Antoine et Clémence durant leur temps ensemble, des images de leur mariage, de leur lune de miel, des instantanés spontanés d'eux souriants, une vie qui n'était qu'un beau mensonge. Je place soigneusement le tout dans une boîte en carton robuste. Je ne les ai pas brûlés. La colère avait été un carburant utile, mais le feu avait rempli son devoir. Il était temps pour une alchimie différente. J'ai porté la boîte jusqu'au trottoir et l'ai délicatement placée dans le grand conteneur bleu de recyclage, juste à côté des journaux qui avaient parlé de sa chute. « Il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées, » murmurai-je doucement dans l'air frais de l'après-midi, « mais elles peuvent se transformer en quelque chose d'utile. » Je me suis retournée et suis rentrée chez moi, fermant la porte derrière moi. J'ai ressenti une intense légèreté, comme si un grand poids que je ne savais même pas que je portais encore avait été levé de mon âme. L'air à l'intérieur sentait doux et frais. Cette maison était de nouveau à moi, complètement et absolument à moi, et j'étais libre. Cela fait 2 ans que l'empire Thornfield s'est effondré. 2 ans depuis que la tempête est passée, laissant un ciel clair derrière elle. Si aujourd'hui tu entrais dans mon salon, tu ne verrais pas la sombre photo commémorative de mon cher Julien sur la cheminée. À la place, il y a une nouvelle image. Moi, à 73 ans, debout au pied de la tour Eiffel, le visage illuminé par un rire joyeux et désinhibé, avec un verre de vin rouge levé pour porter un toast au monde. Ce voyage à Paris, seul, a été la première chose que j'ai faite une fois que la poussière s'est dissipée. C'était un pèlerinage vers une vie que je ne m'étais jamais permis de vivre. J'ai passé 2 semaines à errer dans le Louvre, à déguster des croissants tièdes au bord de la Seine, et une nuit, j'ai même laissé un charmant gentleman aux cheveux blancs m'inviter à danser dans un petit club de jazz à Montmartre. Je n'étais plus Sylvie Moreau, la veuve cachée derrière une forteresse de fleurs. J'étais simplement Sylvia, une femme libre explorant un monde qui s'était soudainement ouvert devant moi. La Fondation Monroe reste mon travail, mon objectif. Je consulte Carole et j'apporte le cœur qui anime la machine juridique. Mais ma vie est maintenant une symphonie et la Fondation, bien qu'importante, n'est que la base solide résonante, pas toute la mélodie. Ma cuisine, qui était autrefois un endroit de sacrifice solitaire, est maintenant remplie de rire et du doux chaos de la création partagée. Clémence vient chaque week-end. Elle arrive non pas avec le poids lourd de la culpabilité, mais avec une brillante anticipation. Nous ne parlons pas d'Antoine. Son nom est un fantôme que nous avons convenu de laisser disparaître. À la place, nous nous sommes inscrites ensemble à un cours de cuisine créole. Nous avons rempli ma cuisine des arômes intenses de la roquette et de la sainte trinité d'oignons, de poivrons et de céleri, essayant de nouvelles recettes et riant jusqu'à nous faire mal aux côtes lorsque, inévitablement, le gumbo brûle. Un samedi, alors que nous pétrissions ensemble la pâte à pain avec nos mains couvertes de farine, elle s'est soudainement arrêtée. Elle a tendu la main et a uni la mienne à la sienne, chaude et ferme. « Maman », a-t-elle dit, sa voix douce, les yeux brillants de larmes non versées. « Je suis tellement désolée. Je suis désolée de ne pas avoir vu ta force avant. » Je lui ai caressé le visage, essuyant une tache de farine sur sa joue, mon cœur débordant. « Tu n'as rien à te faire pardonner, mon amour, » lui ai-je répondu doucement. « Il te suffit de m'aider à terminer de cuire ce pain. Les nouveaux souvenirs heureux sont la meilleure façon de couvrir les vieilles cicatrices. » Et à ce moment-là, en voyant son sourire, j'ai su que nous avions guéri. Mon jardin est devenu la fierté du quartier. Le long de l'allée, j'ai planté une rangée de roses rouges veloutées. Je les appelle les roses de la dignité. Je m'en occupe chaque matin et c'est là, parmi les fleurs, que je lis souvent les lettres qui arrivent à la Fondation. La semaine dernière, une lettre est arrivée d'une femme au Texas. Elle avait 81 ans
et, avec notre aide, elle venait de récupérer le ranch familial que son neveu l'avait poussée à signer. Il a pris mon argent, a-t-elle écrit avec une calligraphie tremblante mais fière. Mais ce qu'il m'a pris de pire, c'est ma croyance en moi-même. Votre histoire, Madame Monroe, m'a aidé à la retrouver. Elle a replié la lettre et une larme de joie a coulé sur ma joue. J'ai coupé la plus belle rose de sa tige, l'ai emportée à l'intérieur et l'ai mise dans un vase sur ma table de salle à manger. Chaque nouvelle fleur semble être une vie retrouvée, un esprit restauré. Par une chaude nuit à Atlanta, alors que les lucioles commençaient leur ballet nocturne au crépuscule, Clémence et moi étions assises dans le vieux hamac du porche, les chaînes craquant un rythme doux et familier. « Penses-tu parfois, maman ?» a-t-elle demandé à voix basse, la tête posée sur mon épaule. « Si ce n'était pas lui, ta vie aurait été ainsi, se contentant de vivre silencieusement tes jours dans cette maison. » J'ai regardé vers l'immensité du ciel étoilé de Georgie et j'ai pris une profonde inspiration de l'air doux du sud. « Cette serpente, ai-je dit, ma voix sereine et emplie d'une paix que j'avais conquise. Elle est entrée dans nos vies et a tenté d'écrire un triste chapitre final pour moi. Une histoire mélancolique sur une vieille dame solitaire qui a été trompée, rejetée et oubliée. J'ai marqué une pause, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres, mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'au lieu d'écrire une fin, il m'offrait un livre tout à fait nouveau, un livre avec des centaines de pages blanches, et il m'a donné un stylo doré pour écrire. J'ai regardé ma fille, ma belle et forte fille, et je lui ai serré la main. L'héritage de ton père n'était jamais des dollars sur un compte en banque, mon amour. Ce n'était qu'un simple outil. Le véritable héritage était la liberté d'écrire l'histoire que je voulais. Et, ma chère enfant, dis-je alors que la première étoile de la nuit brillait intensément au-dessus de nous, mon histoire ne fait que commencer, mon histoire ne fait que commencer. Mais maintenant que j'ai partagé un morceau de mon cœur, je réalise que ce que je désire le plus, c'est écouter la tienne. Tu sais, quand nous sommes assises ensemble, les histoires ont une façon de sortir. Aujourd'hui, je voulais un peu ouvrir mon cœur et maintenant, j'aimerais tellement entendre de vous, les filles. Je sais qu'un simple clic sur un écran, un j'aime, un abonnement ou un partage pourrait sembler une chose petite et éphémère pour beaucoup, mais pour moi et pour tant d'autres voix silencieuses qui ont besoin d'être entendues, chacun de ces clics est comme une petite lumière s'allumant dans une pièce sombre. C'est une manière subtile de dire « Je te vois, je t'entends, ton histoire compte ». Cela me rappelle que nous ne sommes pas invisibles. Juste un simple clic de ta part est une déclaration puissante de soutien pour moi et la motivation dont j'ai besoin pour continuer à partager ces histoires. Après avoir raconté mon histoire, quelque chose a changé en moi. Pendant des semaines, j'ai juste voulu que quelqu'un m'écoute. Et maintenant que j'ai partagé un peu de mon cœur, je me rends compte que ce que je désire le plus, c'est entendre le tien. En bas, dans la section des commentaires, j'adorerais que tu partages une partie de ta propre histoire avec moi. Raconte-moi un moment où tu as senti que l'on ne t'écoutait pas. Parle-moi d'une passion que d'autres auraient pu considérer comme futile. Ou raconte-moi un instant où tu as découvert ta force, même de la manière la plus petite et silencieuse. Je promets de lire tes mots. Je les emporterai avec moi car ton histoire, mes chéris, est importante. Nous voulons construire Gritty Ages comme une communauté où nous pouvons partager ces expériences de tout cœur. Je sais que tu as aussi des histoires personnelles qui parfois sont difficiles à raconter, même à ta famille ou à tes amis. Je suis ici pour écouter, pour partager tes joies et tes peines, car nous avons tous le droit d'être respectés et d'être entendus. Et si aujourd'hui tu n'as pas une histoire de lutte comme la mienne à partager, alors parle-moi d'un moment de joie. Dis-moi quelque chose de bien qui t'est arrivé. Partage-le avec moi. Ce serait un cadeau merveilleux, une source de force qui aide tous ceux d'entre nous qui regardent à guérir et à retrouver un peu plus de foi dans nos jours. Si tu es en train de regarder cela sur ta télévision, n'hésite pas à prendre ton téléphone et chercher ma chaîne Gritty Ages.
J'aimerais aussi partager cet espace avec toi. Faisons-en une communauté où nous nous écoutons vraiment les uns les autres. Un endroit où aucune femme ne devrait jamais sentir que sa vie, ses luttes et ses triomphes sont invisibles. Merci encore d'être ici avec moi aujourd'hui. Cela signifie réellement beaucoup. Alors, serais-tu prête à partager la première histoire avec moi maintenant?